Robert est le réalisateur du documentaire que nous avons vu ce soir. Il est né en Angleterre. Il a fait ses études, des études d'histoire aux États-Unis, dans le Wisconsin, et puis s'est installé à New York au début des années 80. Et depuis, donc, il produit des documentaires aux États-Unis. Il a parlé tout à l'heure d'un documentaire, des derniers documentaires qu'il a fait, qui s'appelle Earth Days, qui retrace l'émergence et l'évolution des mouvements écologistes américains depuis les années 50. Ces films lui ont valu plusieurs nominations aux Oscars du meilleur documentaire, ainsi que plusieurs nominations aux Emmy Awards. Voilà. Donc, Robert, ce que j'aimerais, c'est que vous commenciez à nous expliquer un petit peu quelle a été la genèse de ce documentaire, hein, comment vous avez été amené à le faire. Thank you. Well, first, it's great to be here in France to show this film. As you can tell by the movie, France had a great impression on me. Tout d'abord, permettez-moi de vous faire part de mon plaisir de me trouver ici en France pour vous montrer ce film. La France, en effet, m'a particulièrement impressionné. But the inspiration for the film is really very simple. I'll try to keep this as brief as possible. Mais ce qui a été à l'origine de ce film, ce qui m'en a soufflé l'inspiration, c'est somme toute assez simple. I've become increasingly alarmed that the tools that my fellow environmentalists have been relying on to combat climate change are all failing us. Je m'inquiétais du fait que toutes les mesures envisagées par mes amis écologistes pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, en fait, échouaient. Aucune de ces mesures ne semblait aboutir. We thought we were all going to use less energy. We're using more and more. Global energy is rising faster than we can keep pace with it. On pensait d'abord qu'on allait réduire notre consommation d'énergie. Or, cette consommation à l'échelle mondiale ne cesse de grimper. We imagined that wind and solar energy was going to replace fossil fuels. Yet, as you see in the film, coal remains the most widely used source of energy and the fastest growing source of energy. On pensait que l'énergie éolienne, l'énergie solaire allait remplacer les carburants, les combustibles fossiles. Il n'en est rien. Au contraire, on voit maintenant que le charbon demeure la principale source d'énergie et devient de plus en plus exploité à travers le monde. We imagined that fossil fuels were going to run out and that therefore their price would go up. And in fact, we just keep finding more and more. On pensait également que les combustibles fossiles allaient s'épuiser, que les gisements allaient se tarir. Or, on ne cesse de poursuivre les explorations et de découvrir d'autres gisements. And finally, we thought that the world was going to have an international agreement to cut carbon emissions, all of those attempts have failed. Et par ailleurs, enfin, on espérait qu'il y aurait un traité, un accord à l'échelle mondiale pour réduire réellement les émissions de carbone. Or, comme vous le savez, il n'en a rien été. So those four things, or five, I've lost track, but they've led me and a growing number of other environmentalists, including the people I profiled in the film, to take a second look at nuclear power. Et ce sont ces 4 ou 5 principales raisons que je viens de vous donner qui m'ont poussé, ainsi que bon nombre de mes camarades écologistes que vous voyez apparaître dans ce film, eh bien, qui m'ont poussé à réviser mon jugement par rapport à l'énergie nucléaire. Donc concrètement, comment s'est monté le film? Comment vous l'avez financé en particulier? Yeah, well, that's the question everybody asks, isn't it? Ah oui, ça c'est la question que tout le monde me pose. Je n'y coupe pas. This was almost impossible to finance. Ce film a été très très difficile, presque impossible à financer. I've been making documentaries for over 25 years, and all of my funding sources refused to fund this film. Cela faisait 25 ans que je tournais des films documentaires et aucun des producteurs qui m'avaient précédemment financé n'a accepté de me donner des deniers pour ce projet. In the end, surprisingly, a group called Impact Partners, who's an American documentary financing group that's financed films like The Cove, a number of other left-leaning environmental documentaries,
funded this movie, as well as a lot of people from Silicon Valley, people associated with Google and other high technology companies, financed the movie. With Google, you said? There's people who work at Google and other high technology Impact companies. Partner. Yeah. Alors finalement, j'ai trouvé une source de financement auprès de Impact Partner ainsi que de plusieurs sociétés de la Silicon Valley. Impact Partner est une organisation qui avait soutenu des films documentaires de tendance écolo, plutôt gaucho, comme The Cove. Et j'ai aussi reçu donc des financements de sociétés de la Silicon Valley, Google, etc. In fact, some of my funders were even anti-nuclear, but they thought that this story needed to be told. Et en fait, certains de mes financeurs, de ceux qui m'ont apporté des fonds, étaient même anti-nucléaires. Et pourtant, ils ont accepté que j'aille voir ce qu'il en était de toute cette question. But we are absolutely clear that we would not take any money from anybody associated with the nuclear industry or hitting any investments in the nuclear industry or any connections with the nuclear industry. Mais il était clair dès le départ, évidemment, que nous tenions absolument à ne pas être financés par aucune partie prenante de l'industrie nucléaire. C'était important pour nous. Comment a été accueilli le film aux États-Unis quand vous l'avez présenté? I thought that this film would be greeted with people throwing things and yelling at me and fights breaking out. Je pensais que ça allait déclencher des émeutes, comme jetterait des tomates, des œufs pourris. Mais I non. didn't say tomate. Oui. But that's right. C'est l'idée. Lots of tomate. But in fact, audiences, I've asked audiences, I didn't tonight, how many are pro-nuclear, how many anti-nuclear? Et par exemple, je commençais en demandant, levez la main, qui est pro-nucléaire, qui est anti-nucléaire dans le public. And it's usually about 60% anti, 40% pro. J'avais en général 60% d'anti-nucléaire, 40% de pour. When he premiered at Sundance, it was 80% anti, 20% pro. Et lorsque on a sorti le film au Festival de films de Sundance, il y avait 80% d'anti-nucléaire, 20% de pro-nucléaire dans la salle. And I was surprised there were even 20% who admit they were pro-nuclear at Sundance. J'ai même été étonnée qu'il y en avait 20% de ces spectateurs de ce festival de films un peu alternatif qui osaient se déclarer pro-nucléaire. But almost universally, at the end of the screenings, when I've asked this question, over 90% of the audience has said they are in favor of what we're putting forth here, which is not necessarily let's build more Fukushimas or let's build more light water reactors, but let's build better nuclear power plants. Not no nukes, better nukes. Et à la fin de la projection, en général, presque systématiquement, 90% du public décidaient que, en fait, ça valait le coup de repenser, de réviser leur jugement et de regarder ça, l'énergie nucléaire, sous un œil plus favorable. Bien sûr, le message final, ce n'est pas qu'il faille bâtir davantage de Fukushima ou de réacteurs à eau légère, mais tout simplement qu'il faut bâtir de meilleurs réacteurs. Et ce n'est pas éliminer le nucléaire, mais rendre le nucléaire plus sûr. So in the United States, we've exposed a deep split within the environmental movement. There's been extraordinary media attention around the film, even though not too many people have seen it. And nuclear is now being seriously discussed by everyone who's concerned, in the elites, the writers and the journalists and people in government and people in positions of power, about the role that nuclear can play in combating climate change. And this discussion, which was whispered at cocktail parties, is now out in the open. En tout cas, ce film, oui, j'en suis heureux, a fait beaucoup parler de lui. On en parle maintenant même dans les cocktails. On s'empare de ces questions avec enthousiasme. J'ai réussi à créer une scission au sein du mouvement écologiste, car il y en a qui sont prêts désormais à réviser leur jugement. Cela a donc beaucoup agité les milieux qui défendent l'environnement, les médias, les décideurs, les élites, les représentants du gouvernement. Et cela a relancé un débat sur le rôle et la place du nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique, notamment.
Oui, donc c'est la première fois que le film est présenté en France. Est-ce que vous pouvez nous parler des plans de sortie du film en France et puis en Europe? The film will be released on iTunes in 25 countries simultaneously on December 3rd. We're the first film to ever do a global iTunes release. Alors on va faire une sortie mondiale sur iTunes, on est le premier film à faire ça. Ça aura lieu simultanément dans 25 pays le 3 décembre. We've opened in movie theaters in the United States. We're opening in Australia, in Japan, and in the United Kingdom in cinemas. Right now, it's already Yeah, released. yeah. Et actuellement, le film tourne aux États-Unis, en Australie, au Japon, au Royaume-Uni. Yeah. Donc pourquoi pas une sortie en salle en Europe comme aux États-Unis ou une projection à la télévision? Oh, I think I understand. We could not get any European broadcaster to show this film. On n'a pas trouvé de distributeur européen pour montrer ce film. I've been making documentaries for 25 years, and all of my films have shown throughout Europe. Or, cela fait 25 ans que je fais des documentaires et ils sont toujours sortis en Europe. J'ai toujours trouvé des distributeurs, mais pas pour celui-là. But I've been told by some television executives that they won't show this film because they've invested so much money and time in broadcasting documentaries that completely contradict what this film says. And so who's right? Am I right? Or have they invested money in films that are telling their audience things that are completely untrue? Mais on m'a expliqué que tous ces grands distributeurs européens, ça c'est un dirigeant d'une chaîne de télévision qui me l'a dit, avaient investi tellement de temps, d'argent à produire des films antinucléaires, des documentaires qui contredisaient totalement ce que j'essayais d'expliquer dans mon film, que, eh bien, ils n'étaient pas prêts à faciliter une autre voix et une voix dissidente, celle qui est exprimée par mon film. Maintenant, c'est à vous de décider. For instance, Arte, which is a channel in France that has supported my career since I was in my 20s. Arte, qui me soutient, m'aide depuis que j'ai une vingtaine d'années, depuis que j'étais un jeune cinéaste. They won't show this film because they've been showing the people in France films about how up to 1 million people have died at Chernobyl and how Fukushima is destroying the entire Pacific Ocean and is contaminating the world. How can they show this film? So this is what they tell me. Arte donc m'a confié qu'ils n'étaient pas prêts à diffuser mon film parce qu'ils en avaient diffusé d'autres, des documentaires qui mentaient ouvertement puisqu'ils déclaraient qu'1 million de personnes étaient mortes à cause de Tchernobyl ou que Fukushima allait contaminer l'intégralité de l'océan Pacifique, etc. Donc ils refusent de le projeter à la télévision. So we're bypassing the broadcast networks completely and going straight to digital, and it's up to you people to spread the word and make people aware of this. Et en fait, donc, j'ai décidé de court-circuiter les chaînes de télévision, d'où la sortie sur iTunes dans 25 pays. Et maintenant, c'est à vous de faire passer le mot et de parler de ce film. There's an expression in the United States that says, fuck 'em. Il y a une expression aux États-Unis qui dit merde au con. On l'a partout. Oui, Robert, j'aurais une question. Vous avez parlé des mouvements écologistes aux États-Unis. Quand on tape en ce moment les mots-clés énergie, États-Unis, débat, on tombe plutôt sur le mot gaz de schiste que sur le mot nucléaire. Et j'avais envie de vous demander quels sont les liens entre les mouvements anti-nucléaires aux États-Unis et les mouvements anti-gaz de schiste. Est-ce que ce sont les mêmes personnes, des personnes différentes? That's a really great question. Excellente question. In the United States, there's a big anti-shale gas movement, and where I live in upstate New York is really the epicenter of the anti-shale gas movement. Oui, en effet, il y a un mouvement très actif contre l'exploitation du gaz ou pétrole de schiste aux États-Unis. Ce mouvement a pour épicentre le nord de l'État de New York où je vis. And this gets to the heart of the question: is nuclear necessary? Et le cœur de la question, en fait, c'est est-ce que le nucléaire, c'est nécessaire? And I've been trying to engage my anti-hydrofracking friends, because I'm anti-hydrofracking too.
Et j'ai essayé d'engager de mon côté tous mes amis qui sont contre la fracturation hydraulique. And I've had amazing success. Et j'ai eu beaucoup de succès, en fait. La fracturation hydraulique est donc la technique assez destructrice qui est requise pour l'exploitation de ce gaz de schiste. Because you have to be for something. Nobody's going to turn in their iPhones. Is anybody here going to turn in their iPhones and say, I will never use my iPhone again so we can save the planet for my children? Est-ce que vous êtes prêts à éteindre tous vos smartphones, à vous en passer pour préserver la planète pour vos petits-enfants? Vous êtes prêts à faire ça, à l'éteindre pour toujours? He doesn't have one. Ah, il n'en a pas. Good for you. Bravo. So, yeah, we environmentalists who care about climate change, we have to say yes to something. And to say yes to wind and solar. Donc il faut bien dire oui à quelque chose quand on veut préserver la planète, qu'on est écologiste, quand on se bat pour l'environnement. It's the rare environmentalist who, if you sit down and you have a couple of gin and tonics with them and look them in the eye and say, do you really believe the entire planet is going to be powered by wind and solar by 2050? But they will say yes. Mais prenez le temps avec un militant pur et dur de l'énergie solaire et éolienne. Vous prenez un gin tonic, vous le regardez dans les yeux et vous lui demandez, est-ce que tu es sérieux quand tu penses que d'ici 2050, toute l'énergie produite dans le monde, toute l'énergie dont on aura besoin proviendra de l'énergie solaire ou éolienne? They're all depressed. Ça les déprime un maximum. They're apocalyptic. They think we're doomed. Et ils pensent vraiment que ça y est, on est fichu. And we are, unless we embrace nuclear power. Et c'est vrai qu'on est un peu fichu, à moins d'embrasser pleinement cette énergie nucléaire pour notre production d'énergie. It's really that simple. We don't have any other choice. C'est aussi simple que cela, on n'a pas d'autre choix. So we have to make it better. And France, given its history, can lead the world in that effort. Donc il faut améliorer l'industrie nucléaire, la rendre plus sûre, et la France pourrait être en tête du peloton des pays qui s'embarquent dans cette aventure ou la poursuit. Alors, le professeur André Oringo est chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est membre, c'est toi là. Il est membre de l'Académie de médecine et également membre du comité de parrainage de la FIS et de la revue Sciences et Pseudosciences. Alors, la séquence que je vais animer avec Robert et André porte finalement, si je devais donner un titre, peut-on encore aujourd'hui parler sereinement du nucléaire ? Et je ferai juste en introduction un petit parallèle avec d'autres controverses. Il existe aujourd'hui des controverses, par exemple sur les OGM, et qui partagent un point commun avec celles qu'on évoque aujourd'hui, c'est qu'on mélange tout. C'est-à-dire qu'on mélange l'état de la connaissance, ce qui est factuel, et les choix politiques qui sont derrière, où tel ou tel peut être pour les OGM ou contre les OGM pour des raisons économiques, sociales. Pareil sur le nucléaire et l'énergie, on peut avoir un point de vue sur le mix énergétique, et je crois qu'on va y revenir après, mais ce qui est un point commun au moins de ces deux controverses, c'est qu'on a tout mélangé et qu'on a noyé complètement le débat sur des peurs, des mythes et peut-être des réalités. C'est ça qu'on va essayer de regarder sur 2-3 points. Alors, j'ai une première question pour Robert, justement, là-dessus. On le voit aussi en France, des tas de choses qui ont été dites dans le film, les près d'1 million de morts de Tchernobyl, je veux dire, toutes ces rumeurs, on les retrouve dans le débat. Et finalement, ce qu'on voit dans le film, c'est un discours de gens finalement très rationnels, qui réfléchissent, et on a l'impression que la raison suffit à faire évoluer les choses. La question que j'ai envie de poser, est-ce que vous voyez une évolution aux États-Unis et est-ce que vous pensez que fondamentalement la raison et ce discours rationnel va gagner? Another great question. Encore une très belle question. The thing that I learned the most from visiting Fukushima, I snuck in surreptitiously inside the exclusion zone and got right up to the reactor and saw what was going on there with my own eyes, with Mark Linus. Ce que j'ai appris lorsque je me suis rendue à Fukushima, je n'en avais pas le droit, mais je me suis glissée à l'intérieur de la zone d'exclusion pour me rapprocher au plus près du réacteur. The thing that struck me most is that my rational brain was telling me that I'm not in any danger because I had my dosimeter and I knew what was going on. Go ahead. Pardon. Mon esprit rationnel me disait que je ne risquais rien, j'avais mon compteur Gégère, je voyais que tout allait bien pour moi. My emotional brain was telling me something completely different.
Mais mon cerveau émotionnel, lui, me racontait une autre histoire. And there was a moment when I turned to Mark and we asked each other, would we live here with our families, knowing very well that there's absolutely no danger from the radiation, that we could live here and grow up here and be fine. Would we do it? And we both said that we would not. Et c'est là ce hiatus entre l'esprit rationnel et l'esprit émotionnel. L'homme qui m'accompagnait, cet ami Marc, on s'est demandé, est-ce qu'on amènerait nos familles pour vivre ici? Est-ce qu'on serait prêt à s'installer ici? Et la réponse qu'on a donnée tous les deux, il fallait bien être sincère, c'était que non. Même si on savait qu'il n'y avait pas de danger pour nos familles si on les amenait là. So that just helped me to understand that you know, you can't just throw the facts out there and expect them to speak for themselves. We're emotional beings. You have to tell a story. You have to engage people because I have a personal level of trust with you based on a shared set of values. Je crois qu'il ne faut jamais cesser de réexpliquer parce que ce n'est pas simplement en jetant comme ça à la figure des gens des faits, des chiffres, qu'on arrivera à les comprendre. C'est un plus long processus que cela. L'homme est avant tout un animal d'émotion et il faut établir premièrement un climat de confiance, il faut établir un socle de valeurs communes et travailler là-dessus. Je vais prolonger un peu la même question auprès d'André en donnant peut-être le volet un peu français d'arguments qu'on trouve. Deux éléments. Controverse autour de l'augmentation des cancers de la thyroïde en Corse. On a vu beaucoup de titres de journaux là-dessus. Et je suis tombé sur une enquête commanditée par l'INPS, qui disait que sur la perception des causes de cancer dans la population française, comment les gens perçoivent les risques de cancer. Bien sûr, le tabac a été mis en premier, mais on retrouve que pour 75% des Français, vivre à côté d'une centrale nucléaire est cause de cancer, à peu près du même ordre de grandeur que d'être à côté d'une antenne relais de téléphonie mobile. Donc je prolonge un peu la question comme ça auprès d'André. Merci. Je voudrais tout d'abord préciser que j'ai été pendant 10 ans membre du conseil d'administration d'EDF et donc je continue à présider le conseil médical d'EDF. Donc dans la question que pose Jean-Paul, il y a deux choses qui sont assez différentes et je crois que dans ces questionnaires, il y a une grande part de notre cerveau émotionnel qui répond, mais pas forcément. Donc c'est pas forcément la totalité de notre cerveau rationnel, parce que si véritablement les gens adhéraient à ces craintes, ils déménageraient, enfin ils feraient quelque chose, quoi. Donc je ne suis pas totalement persuadé. On voit par exemple les courbes de confiance ou de défiance vis-à-vis du nucléaire au cours du temps. Eh bien, il y a eu, au moment de l'accident de Fukushima, un pic de défiance. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 1 an et demi, et puis le niveau est revenu à celui que l'on avait avant. La confiance est vraiment à la base de toutes ces questions. Je regardais dans un baromètre sur ce sujet qui est publié tous les ans, la confiance que les gens avaient par rapport au discours qu'on tenait sur l'industrie nucléaire. Alors, par exemple, 57% des gens font confiance à l'Académie des sciences. Très bien. 51% font confiance au CEA. Et après, 40% font confiance à EDF. Puis après, ça se dégrade, mais vous allez voir auprès de qui ça se dégrade. Pour les élus locaux, c'est 20%, et pour le gouvernement, c'est 10%. Donc il y a là, si vous voulez, un problème réel, qui est qu'on continue à faire confiance aux scientifiques, mais que globalement, il y a une très très grande méfiance qui traduit un grand scepticisme de la société par rapport aux institutions. Et je trouve que c'est quand même la marque d'une société assez malade, quoi. C'était quoi l'autre question? J'avais sur le volet français de la controverse, c'est aussi les cancers en Corse, la thyroïde, vivre près d'une centrale nucléaire, comme c'est un peu ton domaine de spécialité. Là, c'est d'abord aussi avec mon cerveau émotionnel. Moi, ça me fait toujours
enfin, je ne sais pas comment dire les choses, mais quand je vois la ville de Pripyat, hein, parce que dans mon service, on a soigné 30 enfants qui venaient de là-bas, on les a reçus à la maison, etc. Et voir l'environnement dans lequel ils avaient vécu, c'est quelque chose de très troublant, si vous voulez. Les cancers de la thyroïde en Corse, les enquêtes qui ont été faites ont un inconvénient, mais qui est un inconvénient majeur, c'est qu'il n'y a pas de point de comparaison valable. La dernière enquête, par exemple, qui a été faite, a pris le taux de cancer en Espagne comme point de référence, mais l'incidence du cancer dépend très fortement du dépistage. Si vous cherchez des cancers de la thyroïde, vous en trouverez. Ici, il n'y a que des adultes, hein, donc à peu près, j'ai vu un petit garçon tout à l'heure, mais enfin, il y a majoritairement des adultes, donc, et parmi vous, il y en a, disons, peut-être 20% qui ont un cancer de la thyroïde sans le savoir. Alors, c'est mieux que vous ne le sachiez pas parce que ça vous empoisonnerait la vie alors que ça ne présente pas de danger pour vous, mais parce que c'est des micro-cancers qui ne se développent pas, mais c'est ce que l'on trouve quand on fait des autopsies systématiques. Or, c'est en contradiction flagrante avec l'incidence apparente, je dirais médicale, hospitalière du cancer, qui est évidemment beaucoup, beaucoup plus faible que cela. Donc, ça veut dire que si vous faites un effort de dépistage, vous avez des réservoirs de cancer thyroïdien qui sont considérables et que donc la seule manière qu'il y aurait de véritablement savoir les choses, ce serait de faire un dépistage équivalent en double aveugle dans 2 zones, par exemple l'est de la Corse et l'ouest de la Corse. Bon, compte tenu des doses en jeu, on sait que de toute façon on ne trouverait rien. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne le fait pas, mais en tout cas, ce n'est pas des pseudo-enquêtes qui doivent emporter la conviction. Merci. Ton intervention me permet de rebondir sur la deuxième question que j'avais. Tu évoquais, et ça a été aussi évoqué par Robert, la remise en cause finalement de l'expertise, qualifiée souvent d'expertise officielle. La question, c'est qui croire, et une certaine défiance qui tend à se développer vers tout ce qui est officiel, qualifié souvent de conflit d'intérêts. Et André a rappelé, il a été souvent confronté à ça, son activité au sein du conseil d'EDF. Robert l'a dit à l'entrée du film, c'est « je n'ai pas de financement ». Donc il y a ça qui se développe, mais dans le même temps, une confiance qui est accordée, ou semble-t-il, à une expertise dite indépendante, dont on se demande finalement indépendante de quoi. Donc la première question, c'est est-ce qu'on voit ça également aux États-Unis, finalement le discrédit qui tente à être porté sur une expertise dite officielle, et dans le même temps l'augmentation d'experts finalement, mais qui sont peut-être un peu auto-proclamés experts et sont par contre le label indépendant qui plaît bien. No, this is look, I grew up in the 1970s in the United States. You know, we had Vietnam, we had Watergate, you know, go back to the Kennedy assassination. J'ai grandi aux États-Unis dans les années 70, on a connu le Vietnam, on a connu le Watergate, je pourrais même revenir jusqu'à l'assassinat de Kennedy. It was just don't trust any authority, just don't trust them. Always believe the other, always believe, don't believe the New York Times, believe the little guy, because it was all about not trusting the man. Donc il y avait effectivement un climat qui poussait à ne pas faire confiance du tout aux officiels ni aux autorités. And this kind of ideology carries over today, I think, into anti-nuclear, but there's one big problem. Et cette idéologie se poursuit maintenant, elle a gagné le mouvement antinucléaire, mais il y a un gros problème. For the last 25 years, we in the environmental movement have been telling the world to trust authorities on climate change, to trust the consensus scientific community on climate change, and not to believe the little guy, not to believe the outlier scientist, not to believe the professor at the University of Nebraska who says no. Et en fait, il y a un paradoxe là, c'est que depuis 25 ans, les écologistes, les mouvements qui défendent l'environnement, nous ont poussés à faire confiance précisément à ce consensus officiel, aux experts du groupe international
sur le changement climatique, le GIEC, etc. Donc il y a eu ce basculement et du coup on s'est mis à se défier, à se méfier du petit professeur dans l'Arkansas qui pourtant travaillait sur des sujets passionnants. And we've gone to great lengths to ridicule climate deniers for doing the very thing that anti-nuclear people do, which is to claim if the scientific evidence does not, the consensus scientific evidence, the authoritative scientific evidence does not comport with our views, we claim it's a conspiracy. Et en fait, eh bien, ceux qui nient le changement climatique agissent un peu comme les anti-nucléaires, c'est-à-dire qu'ils déclarent qu'il n'y a pas de consensus scientifique qui vaille et ils remettent en question l'autorité scientifique. And this is the crux of my confrontation with Helen Caldicott in the film, more than the specifics of what we were talking about. Yeah? More than the specifics of whether 1 million people or 56 people died at Chernobyl, the point was that these two figures are absolutely irreconcilable and that you have to decide one or the other. You have to decide that scientific authority and consensus science, which she claims to believe in, is something that we should embrace as environmentalists, as people who care about the future, or not. And she couldn't respond. And this is the great dilemma that I think the anti-nuclear movement finds itself in now, in that they are the mirror image of the climate denier movement. Et donc encore ce paradoxe qui est mis en lumière dans le film, les antinucléaires sont un peu pris au piège car ils se sont mis à réagir comme ceux qui nient le changement climatique, justement de par leur refus de cette autorité scientifique, du consensus scientifique. Il est difficile de trancher, est-ce qu'il y a eu 56 morts à Tchernobyl, 1 million? Bon, voilà, chacun se fait son opinion. And to add to the irony, the end result of both movements that see themselves as opposites is the same, which is the burning of more fossil fuels. Et l'ironie suprême que je vois là, dans ce parallèle entre ceux qui nient le changement, le réchauffement climatique, et ceux qui sont anti-nucléaires, eh bien, c'est qu'ils finissent tous les deux par soutenir en fait l'industrie pétrolière, l'industrie des combustibles fossiles. So are you part of a giant conspiracy among scientists to cover up the truth and kill all the children of the planet? Est-ce que vous appartenez à ce grand complot qui est là pour nous cacher la vérité? And to what purpose would that conspiracy be? Et à quel but ce grand complot se mettrait-il en place? Pour quel but? Je ne sais pas, je vais vous parler quand même du problème des controverses scientifiques. Effectivement, c'est quelque chose que l'on voit de façon très régulière. Des gens qui disent il y a une controverse scientifique, donc les gens ne sont pas d'accord, et voilà. Il faut voir derrière qu'il y a quand même tout un mouvement de ce que l'on appelle le relativisme, dans lequel il y a en quelque sorte une négation de ce qu'est la science, de ce que sont les méthodes de la science, de ce que sont les valeurs de la science, et où la science n'a plus une valeur, je dirais, particulière par rapport au processus de connaissance humain, mais devient une opinion comme une autre. Et donc, à partir de là, on renvoie sans arrêt dos à dos, et c'est ce qui se passe la plupart du temps dans les émissions de télévision, par exemple, ou à la radio, on renvoie dos à dos des personnes qui ont des légitimités scientifiques qui n'ont absolument rien à voir. Et si vous creusez un petit peu des controverses scientifiques, vous pouvez en trouver sur tout et n'importe quoi. Vous avez toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Vous ne mettrez pas très longtemps, par exemple, si vous vous donnez la peine de chercher les gens qui défendent, preuve à l'appui, bien entendu, l'idée que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc, il y a là quelque chose de, si vous voulez, qui est un mouvement beaucoup plus profond que ce que laisserait penser, et beaucoup plus inquiétant d'ailleurs que ce que laisserait penser la simple controverse scientifique. La controverse scientifique entre spécialistes d'un même domaine existe, hein, bien entendu, et c'est ça d'ailleurs qui fait avancer la science. Sur les conflits d'intérêts, je voudrais dire un mot quand même des ravages que ça fait en médecine.
En médecine, il y a des tas de groupes de travail officiels dans lesquels on fait la chasse au conflit d'intérêts d'une manière tellement intégriste qu'à la fin, il ne reste plus personne. Il ne reste que des gens qui n'ont jamais finalement été des spécialistes du domaine, puisque tous les spécialistes du domaine ont déjà une fois travaillé avec l'industrie pour essayer tel produit, faire tel protocole thérapeutique, etc., etc. Je me rappelle une réunion assez surréaliste au Conseil de santé publique dans laquelle on avait demandé l'avis sur un certain type de vaccination, et le seul d'entre nous qui connaissait vraiment, vraiment le sujet n'avait pas le droit de s'exprimer parce que, comme c'était un spécialiste des vaccins, il essayait des vaccins de temps en temps, bien sûr. J'ai peut-être une dernière question. J'ai bien aimé dans le film le fait qu'on essaye de rendre tangible la question des doses. C'est une question clé. Si on ne parle pas de dose, on ne peut pas parler de risque. Et c'est quelque chose que les gens ont effectivement beaucoup de mal à comprendre, particulièrement dans le domaine nucléaire. Et les doses sont quelque chose qui tend à être enlevé des controverses. On le voit aujourd'hui, par exemple, dans les produits chimiques, les controverses qu'il y a sur les pesticides et produits chimiques. C'est pas la dose qui fait le poison, c'est l'existence même. Et on a la même discussion sur le nucléaire. Les très faibles doses, on n'en discute presque plus. J'ai quand même ma question là-dessus. Mais il faut que ça soit complètement, que ça disparaisse. Et j'ai bien apprécié dans le film, il y a quand même la radioactivité naturelle, mais elle est naturelle. On retrouve d'ailleurs exactement la même chose sur les produits chimiques. Quand c'est artificiel, c'est pas bon. Les pesticides artificiels sont pas bons. Quand ils sont naturels, ça pose pas de problème. On retrouve cette analogie. La question est plus particulièrement pour André, mais peut-être que Robert voudra dire quelque chose. Est-ce que tu pourrais éclairer cette controverse qu'il y a autour des faibles doses aujourd'hui? Et pour reprendre un élément de l'actualité, EDF, condamné il y a quelques jours pour faute inexcusable pour avoir exposé un travailleur à des doses qui sont complètement en dessous des seuils réglementaires. Mais en gros, la controverse sur les faibles doses, les attendus du jugement disent qu'il faut prouver qu'il n'y a pas une part de ces faibles doses dans le cancer du poumon dont la personne était victime. Donc, résumer très rapidement, si c'est possible, la question des faibles doses. Je ne me prononcerai pas sur l'affaire d'EDF. Je vais dire quand même quelques mots sur la question des faibles doses. On appelle faibles doses des doses qui sont au-dessous, déjà même la définition change d'un auteur à l'autre, disons en gros au-dessous de 100 à 200 millisieverts. Alors, les gens qui travaillent en radioprotection, notamment, ont tout fait pour embrouiller les choses, puisqu'il y a plusieurs unités qui désignent pas exactement la même chose, et avec deux quantités qui désignent pas la même chose, mais qui ont la même unité. Donc, tout est fait pour que ce soit pas clair. Donc, c'est des doses qui sont petites, on va dire ça comme ça. Et ces doses sont tellement faibles que... même en supposant que le danger est strictement proportionnel à la dose et que la moindre petite dose puisse commencer à être dangereuse, on sait que de toute façon, dans ce domaine des faibles doses, on va avoir un très faible risque. Bien. Alors, le problème, si vous voulez, c'est quand vous prenez ce très faible risque que vous donnerez une stricte proportionnalité et que vous l'appliquez à des très faibles doses multipliées par des populations gigantesques. À ce moment-là, si vous avez 50 millions de personnes, etc., donc, vous voyez que vous arrivez là à un nombre de cancers qui peut être considérable. Et c'est de cette manière-là qu'ont été, entre guillemets, calculés les hécatombes prévues par certains pour Tchernobyl ou pour Fukushima. On touche là quelque chose qui est absurde, si vous voulez. Yves Charpak, le prix Nobel de physique, décédé il y a quelques années malheureusement, avait une métaphore qui était excellente. Il appelait ça l'effet moquette. Il disait, si on paye de la moquette à tous les habitants de la Terre, ils vont être surélevés de 1 cm, l'épaisseur de la moquette, il ne prenez pas une moquette très chère, mais donc ils vont être surélevés de 1 cm. Donc, si on calcule l'augmentation de l'exposition aux rayons cosmiques et qu'on multiplie par la population terrestre, on voit que offrir de la moquette à tout le monde, ça va faire des centaines de cancers. Voilà. Donc, on voit bien l'absurdité auquel peut
à laquelle peut conduire ce raisonnement. Ce que l'on sait actuellement des faibles doses, je prends vraiment des choses purement factuelles. C'est premièrement que nos défenses sont différentes contre les faibles doses que contre les fortes doses. Quand il y a des faibles doses, ça veut dire que peu de cellules sont touchées et l'organisme ne s'embête pas à les réparer. C'est mort au canard boiteux, les cellules sont purement et simplement détruites. C'est pas politically correct, mais dans notre organisme, ça se passe comme ça. Quand en revanche les doses commencent à augmenter, l'organisme est obligé de réparer parce qu'il y a trop de cellules abîmées, et cette réparation des cellules peut se faire de manière erronée. Et là, ça peut être effectivement les premières étapes d'un cancer. Voilà. Donc, un petit éclair sur les faibles doses. Yeah, dose is the key thing. Absolutely. Apples contain cyanide, Oui, la dose, tout est là. Vous savez, les pommes contiennent du cyanure, but not very much. Not mais very en much très cyanide. faible quantité. So the idea for using the dosimeter came to me after watching television news reports of Fukushima. And I saw again and again news reporters going into the exclusion zone in Fukushima with the same dosimeter, and they would have their suits and oxygen tanks and they're going along like this, and suddenly the thing would beep, 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 beep. They go, oh, we have to leave. If we stay any longer, we're going to get a serious dose of radiation. And then they would leave. Voilà, donc j'ai eu l'idée de montrer ce dosimètre qui apparaît dans plusieurs séquences là, en regardant tout simplement les reportages sur Fukushima, les journalistes harnachés dans leur équipement qui rentraient dans la zone d'exclusion, et tout à coup le dosimètre se mettait à faire bip, il faut qu'on rentre, etc. Voilà. And I saw this again and C'est un again. cirque, pardon. And then sometimes these reporters would then go to Chernobyl and say, well, this is what's going on in Chernobyl, to tie it in with Fukushima, and they would do the same thing. Et puis les mêmes journalistes d'ailleurs allaient se promener de Fukushima à Tchernobyl pour nous refaire le coup du dosimètre. And I have this dosimeter. It beeps at 0.3 microsieverts, which is a tiny dose. I got the alarm to go off on the top of Mount Lafayette in New Hampshire, so this is all television drama. And I thought, what is the motivation for any journalist to tell this story any other way? Alors bien sûr, ça fait vendre ces images-là, ça fait peur aux gens, ça fait mystérieux, ça fait technique, et il n'est pas étonnant, on ne peut pas jeter la pierre aux journalistes d'organiser leur reportage comme ça, mais c'est vraiment du vent, c'est du... And the answer is none. Voilà, ça n'apporte rien. Ça Because n'apporte rien. they do this story, it's very dramatic. They go into a zone, oh my God, I'm putting my life in danger. They come home, their producers pat them on the back. Maybe there's an award in this for you. Good job. Voilà, en fait, ils font mine de se mettre en danger, de se sacrifier pour leur journal, leur chaîne de télé. Ils reviennent à la maison, le producteur leur donne une tape sur l'épaule, bon boulot, et tout ça, c'est du cirque. And am I supposed to believe that these producers, when they flew from New York to Tokyo, did not take out their dosimeter on the airplane? Et ces producteurs, quand ont pris l'avion pour aller de New York à Tokyo, est-ce qu'ils ont sorti leur dosimètre pour constater l'élévation des radiations au-dessus du Pacifique? Where radiation are 20 times higher. Les radiations, en effet, le rayonnement est 20 fois supérieur au-dessus de l'océan Pacifique. So this just infuriated me and made me want just to put the whole thing in perspective. It doesn't matter what the number is, just make the number consistent, go around the world, show people what it is, and let them come to their own conclusions. And I couldn't just show them Chernobyl and then say what it was. I had to actually go there and show them the dosimeter in front of their eyes, not on a green screen, but in reality. And that, more than anything else, seems to have left a great impression on people. Je crois que ça, c'est assez convaincant, justement, de faire l'inverse, mais sans cinéma, si on peut dire, oui, sans cirque, sans tout ce battage, mais de relever tout simplement les doses de radiation un peu partout dans le monde et de montrer aux gens ce qu'il en est. Je crois que c'est très puissant comme argument. On se devait de terminer cette séquence par une partie sur la politique énergétique, puisque nous sommes à la semaine de la conférence environnementale. Donc, une question sur les États-Unis et puis une question sur la France. Donc, Cécile, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quel est le mix énergétique et électrique américain et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Et puis après, j'aurai une question pour Robert. Oui, alors le Okay. mix. What's... Oh, sorry.
Oh, I'm sorry. No, go ahead. Sur le mix énergétique, donc on parle de l'ensemble des moyens de produire de l'énergie pour les transports, pour la chaleur, pour l'électricité. Le mix américain est toujours dominé par le pétrole à 36%, vient ensuite le gaz à 26%, le charbon ensuite à 20%, et le nucléaire et les renouvelables à 8%, renouvelables étant surtout la grande hydroélectricité. Si on parle maintenant du mix électrique, c'est-à-dire la partie de ce mix qui concerne uniquement la production d'électricité, c'est là qu'on voit l'effet de la révolution des gaz de schiste, puisque le charbon, qui était jusqu'alors la principale source de production d'électricité aux États-Unis, décroît très très rapidement. En un an, il a perdu 5 points. Il est maintenant à 31% du mix électrique. Et ce qui monte, évidemment, c'est le gaz, il est à 37% et le gaz est à 31%. Donc cette rapidité est due à la très grande compétitivité du gaz de schiste aujourd'hui aux États-Unis. Le nucléaire se situant, lui, autour de 19% du mix électrique. Donc ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est assez impressionnant quant à la rapidité de l'effet gaz de schiste sur notamment fermeture de centrales à charbon, sachant que le dit charbon est directement expédié où ça vers là où il est compétitif dans le monde. Et en ce moment, il faut dire que l'énergie la plus compétitive en Europe, c'est le charbon. Donc, énorme paradoxe. Là, les États-Unis ont exporté leur révolution énergétique en Europe sous la forme de charbon. You want me to? Yeah, we're just going to burn gas in the United States. It's cheaper than air. But to me, it's like switching from Coke to Diet Coke. Oui, on va brûler du gaz aux États-Unis parce que c'est moins cher que l'air, mais pour moi, c'est un peu comme passer du Coca au Coca Light. So it's not solving the problem, and it's industrializing the countryside. And ça ne résout aucun problème. On industrialise à marche forcée les campagnes. So to me, I know it's displacing coal, which is a great thing. It's the United States is reducing its CO2 emissions faster than any industrialized country in the world right now because we're switching to gas. Et comme effectivement on remplace le charbon par le gaz, les États-Unis sont le pays actuellement, je pense, qui réduit le plus rapidement de tous les pays ses émissions de CO2. But it's locking us into a fossil fuel infrastructure that's going to be there for another 50 years, at least. Mais cela nous condamne à demeurer dans ces schémas, cette infrastructure totalement dominée par les combustibles fossiles, et on va y rester encore pendant des décennies. But the economics are undeniable, and it's an unstoppable process. So I think the United States is going to burn gas, and we're going to forfeit our place in the world with nuclear power, and the Chinese are going to dominate the world with nuclear power. We'll be buying reactors from the Chinese in 20, 30, 40 years. Mais je crains malheureusement que, eh bien oui, si on choisit de continuer à brûler du gaz, les États-Unis vont perdre leur rang dans le monde en tant que puissance nucléaire. La Chine va nous remplacer et d'ici 20-25 ans, je serai prêt à parier qu'on va acheter des réacteurs aux Chinois. But I'd much rather, nucléaires. I'd much rather buy reactors from France, personally. Personnellement, je préférais les acheter, les réacteurs nucléaires, à la France. Or Japan. Merci. Donc on va finir par la France. Donc je voudrais présenter Jean-Guy. Donc Jean-Guy Devezot est le président de la section économie de l'énergie de la SFEN. Il dirige l'ITESE. Alors, l'ITESE, c'est l'Institut de techno-économie des systèmes énergétiques du CEA. Et il est aussi membre de l'ANCRE. Et l'ANCRE, c'est l'organisme qui, entre autres, a préparé les scénarios énergétiques pour le débat sur la transition énergétique. Donc je voudrais demander à Jean-Guy, est-ce qu'il y a eu des scénarios comme ceux décrits dans le film par Robert, où on pouvait remplacer l'ensemble des énergies fossiles et nucléaires en France par des renouvelables? Et au bout du compte, quels sont les scénarios qui vont être présentés à la conférence gouvernementale? Merci Valérie, vaste question. Pour tous ceux qui sont très motivés par ces sujets-là, surtout n'hésitez pas à aller sur le site du débat qui vous donne ces conclusions qui sont sorties au mois de juillet. Pour répondre très rapidement à la question qui vient d'être posée, oui bien sûr, on a réfléchi dans le débat à des scénarios dans lesquels le nucléaire en France pouvait tomber à zéro à l'horizon 2050. Ce sont des scénarios qui statistiquement sont très peu nombreux.
aujourd'hui les scénarios qui sont discutés avec l'administration. Vous verrez ce qu'elle jugera bon d'expliquer lors de la conférence de cette fin de semaine. Ce sont deux scénarios, deux familles de scénarios. Vous avez des scénarios qui sont axés sur l'efficacité énergétique, qui sont portés par l'ADEME, et vous avez des scénarios qui sont axés sur la diversité de la fourniture d'énergie, avec des vecteurs énergétiques qui diffusent localement aussi. Et ça, c'est le scénario qui est porté par Ancre. Les différentes thématiques qui sont traitées dans ces scénarios, c'est quoi? C'est des questions à la fois, bien sûr, sur les coûts, des questions sur les aspects intermittence, capacité, ce qui a été dit dans le film, à gérer ces énergies bas carbone, mais intermittentes. Ce sont des questions aussi qui sont très importantes, et ça, c'est, je pense, l'apport de l'Ancre, qui est donc une alliance de chercheurs dans le domaine de l'énergie. Et le sujet, c'est le progrès technique. C'est très important dans le domaine du nucléaire, parce que le nucléaire continue son progrès technique. Certains anti essayent d'expliquer que le nucléaire, c'est l'énergie du passé. Il a été dit dans le film que le nucléaire a chevillé au corps le progrès technique, et il continue. C'est pour ça que les réacteurs français seront toujours en avance sur les réacteurs chinois, bien sûr. Et ça a été dit aussi pour les solutions à trouver d'ici 2050 pour diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Il va falloir se retrousser les manches sérieusement. On n'arrivera pas au facteur 4, c'est absolument évident, s'il n'y a pas de rupture technologique. Ça veut donc dire s'y mettre, et ça veut dire choisir les meilleures technologies, notamment celles qui sont portées par des industries d'excellence dans notre pays. Suivez mon regard. Le nucléaire, je vais passer aux conclusions. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Donc, vous verrez si des choses semblables à ce que nous pensons seront dites lors de la conférence. Tout d'abord, on aura besoin de toutes les formes d'énergie. Le nucléaire en fait partie. Le nucléaire n'est pas la solution. Je suis un peu en écart parfois avec ce qu'il dit dans le film, mais évidemment c'est une des solutions. Vous savez aujourd'hui que c'est 6% du bilan mondial primaire. C'est pas plus, c'est déjà très important, mais bon, ce n'est pas plus. Autre chose qui aujourd'hui, je pense, fait à peu près le consensus, ça a été difficile, c'est de dire que le nucléaire actuel en France est imbattable sous l'angle de tous les critères. Il y a peut-être un critère qui est difficile, c'est un critère politique ou acceptabilité, on a du mal à en parler, mais il est hyper évident que le socle du nucléaire français doit être conservé parce que sur quasiment tous les points, c'est le meilleur. Ensuite, la question est qu'allons-nous faire dans les quelques décennies qui viennent? Donc là, le nucléaire aussi a toute sa place. Dans les deux famille de scénarios dont je vous ai parlé, il y a toujours du nucléaire sur toute la période jusqu'en 2050, bien évidemment. Après, la question, c'est qu'allons-nous faire dans le long terme? Là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est évidemment que les incertitudes montent encore, que le progrès technique continuera, y compris pour le solaire et l'éolien. Le solaire a encore des choses peut-être même extraordinaires à faire devant lui, ne l'oublions pas. Ça veut dire que le nucléaire est certainement aujourd'hui une excellente solution. Peut-être dans cette salle, on pense la meilleure, y compris pour la Gen 3 et la Gen 4. On va se retrouver là-dessus, je pense, avec une forte majorité. Mais le reste progresse. Ça veut dire que parmi peut-être des vues un tout petit peu consensuelles, juste pour que vous repartiez avec ça, il y a l'idée que vers 2050, sans doute avant, il est assez possible que les coûts pour l'électricité, que les coûts du nucléaire du futur et les coûts de certaines formes d'énergie nouvelle et renouvelable, y compris la gestion des réseaux, la gestion de l'intermittence, ne soient pas si éloignés que ça. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire des efforts, non seulement dans le sens de la sûreté, mais aussi, évidemment, dans le sens de l'économie. Enfin, dernier point, ce qui est très vrai pour la France, il faut vraiment aussi, je pense, considérer qu'on n'est pas dans une situation où le nucléaire et les ENR ont à se partager un gâteau fixe. Ce qui est important, c'est de faire progresser les deux à travers une énergie électrique qui est reconnue par beaucoup comme le vecteur du progrès. Et c'est d'autant plus vrai que ce qu'on rencontre souvent comme idée entre spécialistes de la chose, c'est que le socle nucléaire français, de fait, est même une chance pour les énergies nouvelles et renouvelables en France. Si vous lisez le rapport de l'OPEX, vous pouvez voir justement cette notion-là qui se présente sous la forme « il faut de l'énergie pour faire de l'énergie ». Donc de l'énergie nucléaire, on pourra faire d'autres formes d'énergie qui, en parallèle
à l'énergie nucléaire de demain permettront de continuer à décarboner le mix énergétique français. Merci Jean-Guy. Could I add something to that? Puis-je ajouter quelque chose à cela? I think it's also important to remember that the technological progress is also happening in our ever-expanding ability to extract fossil fuels. Oui, malheureusement, j'ajoute que les progrès technologiques concernent également les moyens et les technologies que l'on conçoit pour continuer à exploiter de manière de plus en plus forcenée les combustibles fossiles en les extrayant des roches, des schistes, etc. Yeah, and the shale gas revolution obviously is the best example of that, but there will be more to come. And this is the great danger, I think, is Et that we la just keep finding more. révolution, ce qu'on appelle la révolution du gaz de schiste, n'en est qu'un triste exemple, mais je crains que l'on va trouver encore d'autres sources de combustibles fossiles et d'autres méthodes plus ou moins brutales pour les extraire à tout prix. And could I just say one story? The most revelatory thing I discovered personally that just completely blew my mind in making this film, it happened in France. Bon, l'histoire la plus renversante pour moi qui m'a poussé à faire ce film, eh bien, ça s'est passé en France. Je vais vous raconter l'histoire. I was ushered into a room up in Le Havre where France stores all of its high-level nuclear waste. All the stuff that's left over after powering the entire, virtually the entire country of France for the last 30 years. Areva, you said you visited Areva up in Le Havre, they've got a room. It's a room about the size of a basketball court. Where they keep the waste. Where they keep all the waste. Donc j'ai visité à l'usine de La Hague l'endroit où Areva conserve les déchets nucléaires accumulés depuis les débuts de l'énergie nucléaire en France. And you see it in the film. It's a basketball-sized room, court-sized room, and there are these tubes. They're about 1 meter wide, 10 meters deep, of nuclear waste in vitrified glass wrapped in these stainless steel tubes, and they're sunk into the floor. 10 meters deep, 1 meter wide. Et ça m'a beaucoup impressionné. C'est vraiment ça qui a été à l'origine du film. J'ai donc vu ces fûts vitrifiés et scellés en acier inoxydable. Ils couvrent à peu près l'équivalent d'un terrain de sport. Ils font 10 mètres de haut, 1 mètre de diamètre, et ils sont là entassés, stockés. And I asked the guy, even that, I could not get my head around it. And I asked the guy, how many tubes are what's left over from powering the entire city of Paris for the last, 30, 35 years? 4 tubes. That's the waste that's left over from powering this city for 30 years. And it's just extraordinary. That is the visual example of E equals MC squared. And to me, more than anything I did in the 3 years it took me to make this film, that just made me go, what have I been thinking all these years? This is an extraordinary technology. Ce qui m'a fait penser que l'industrie nucléaire était absolument extraordinaire, c'est quand j'ai vu physiquement dans cette usine de La Hague, eh bien, que les déchets qui équivalaient à 30 ans d'alimentation électrique pour une ville comme was it for Paris, to fuel Paris or France? Oui, pas la France entière, mais Paris quand même. Eh bien, ça tenait dans 4 tubes, 4 de ces petits fûts qui contenaient des déchets. Ça a été une véritable révélation pour moi. C'était comme, voilà, E égale MC2. Moi, je voudrais remercier Robert ainsi que notre panel. Il est très tard, donc nous n'allons pas prendre les questions, mais je vous invite à venir voir Robert à la fin. Je voulais aussi vous dire que donc le débat a été filmé, donc on sera sur notre site. Je parlais du site de l'ASFEN, aussi l'ASFEN a un site YouTube, mais je sais que la FIS aussi met ses vidéos sur son site. Et aussi, je voulais vous dire qu'il y aura un micro-trottoir, donc une équipe dehors pour recueillir vos impressions. Donc, si vous voulez participer à cet exercice, voilà, ça nous serait bien utile. Et je vous remercie beaucoup encore pour ce soir.